Bon, bah encore merci de venir cette semaine pour notre webinaire hebdomadaire. Donc, sur le thème de la présélection cette semaine. Donc, je me représente encore une fois, même si je pense que pour les habitués, vous me connaissez aujourd'hui. Donc, moi, je suis Aurélie, je suis en charge du recrutement chez Assess First et du coup, je suis accompagnée de Simon. Bonjour, moi je suis psychologue du travail de formation et je m'occupe de la science et l'innovation chez Assess First. Donc voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, la présélection. L'idée de la présélection de base, c'est voilà, vous avez plein de CV, vous avez un échantillon de candidats énorme, de potentiels candidats. L'idée, c'est de trouver la bonne personne. La bonne personne, c'est qui? Celle qui va avoir le culturel et le fonctionnel match. Plus facile à dire qu'à faire. Sur quoi est-ce que je vais me baser concrètement pour trouver la bonne personne, sachant que je ne l'ai pas en face de moi? Est-ce qu'on va se baser sur l'expérience, par exemple? Je suis désolée de vous annoncer que l'expérience n'est pas un bon prédicteur de succès, on va dire ça comme ça. Simon rentrera un peu plus dans les détails plus tard, mais sachez que d'après l'étude de Schmidt-Ender, moins de 10%. Donc ça, c'est le chiffre, c'est l'expérience prédit le succès sur un poste à hauteur de 10%. Et encore, quand on passe 10 ans d'expérience, ça tombe à 3%. C'est chez les jeunes que ça va pas avoir un impact intéressant. Mais en gros, l'étude nous explique que l'expérience, ça n'a pas vraiment d'intérêt si on veut garantir le succès d'une personne sur un poste donné. Et que l'étude de Mark Murphy expliquait que sur 10 départs d'une entreprise, 9 sont liés à l'adéquation culturelle, en fait, au comportement et non pas aux compétences techniques comme on pourrait. Donc, ce qui démontre que l'objectif, clairement, c'est de recruter la personne qui va avoir une adéquation culturelle. Parce que déjà, vous limitez le potentiel risque de départ. Et donc, rien qu'avec ces deux petites informations, ces petites stats que je viens de vous montrer, je vous montre que se baser sur les entreprises, ça n'a pas forcément d'intérêt. Se baser sur le CV pour la présélection, ça n'a pas forcément d'intérêt non plus. Et se baser sur le diplôme, encore moins. Alors, je sens déjà tout de suite monter certaines pressions parmi notre audimat. Alors, évidemment, deux poids, deux mesures, rassurez-vous, je ne fais pas de généralité. Le CV, c'est quand même quelque chose c'est un standard classique qui existe depuis des dizaines d'années. Je ne le jette pas à la poubelle non plus. Clairement, je ne vais pas attendre le même socle de compétences et la même formation, par exemple, quand je recrute un juriste ou quand je recrute un sales. Deux poids, deux mesures. Hein. Je remets les choses un peu dans leur contexte. Certains métiers n'exigent pas forcément l'expérience, d'autres, je l'admets, en ont besoin. Et je prends l'exemple notamment du développeur. Oui, être développeur, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Je ne vais pas pouvoir recruter quelqu'un qui s'invente peut-être une vie et qui souhaite être développeur. J'ai besoin de quelqu'un qui va avoir un socle technique et des compétences et au moins un minimum de background, très clairement. Je ne le nie pas. Mais même sur les profils assez pénuriques, comme peuvent l'être les développeurs, en tout cas chez Assess First, le cultural fit, le comportement, l'adéquation entre la personnalité et nos valeurs et notre mode de fonctionnement, c'est la priorité numéro 1. Donc, on n'hésitera pas, en tout cas chez Assess First, à écarter des candidatures qui techniquement pourraient être bonnes, mais qui en tout cas ne fonctionnent pas avec notre mode de fonctionnement. Et ça peut peut-être en surprendre, surtout sur des postes de développeurs où on se dit « Ok, c'est pas grave, il code, il est derrière son ordi, je suis vraiment en rade de développeur. On va faire passer le technique en premier et on va le recruter quand même. » Non, nous, on préfère être limite en sous-effectif, mais à s'assurer qu'on va recruter les bonnes personnes. Donc, ça peut prendre plus de temps, mais au moins, l'intégration, elle est beaucoup plus fluide. La dynamique d'équipe, elle est beaucoup plus forte. Il y a quand même quelque chose de beaucoup mieux à côté de ça. Et donc, concrètement, pourquoi est-ce qu'on fait ça, déjà de base? Pourquoi est-ce qu'on a décidé chez Assess First de ne plus recruter uniquement sur la base du CV? Pour moi, le critère du CV est extrêmement limitatif, dans le sens où vous avez votre pipe, vos critères sur lesquels vous allez rechercher vos candidats. Et en fait, vous avez un tunnel, un funnel, un entonnoir qui est extrêmement réduit. Vous allez écarter potentiellement des candidatures qui sont super intéressantes, qui passent à côté. Je ne sais pas, peut-être que Michel, il n'a pas eu de chance dans la vie, il n'a pas fait la grande école de commerce que vous voudriez. Mais pour autant, ça se trouve, il a la personnalité, le potentiel, les aptitudes cognitives pour apprendre super vite et être un très très bon sales.
et bah, tout simplement, avec vos critères, vous allez passer à côté de sa candidature, ce qui est hyper dommage. Donc, avec Assess First, en fait, l'idée, c'est justement de capter en fait un maximum de personnes à côté de qui vous pourriez passer et recruter des profils auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé de base. Donc, ce que je trouve, il n'y a rien de plus humain en fait de donner sa chance à ces personnes-là qui déjà étaient exclues sur la base d'un papier, ce qui est hyper dommage. Et du coup, comment est-ce qu'on va assesser ça? Comment est-ce qu'on va faire cette présélection chez Assess First? Ils vont tout simplement passer nos questionnaires, que pour certains, je pense, peut-être vous connaissez. Vous avez le questionnaire sur le raisonnement, sur les motivations et sur la personnalité, qui sont respectivement le brain, le drive et le shape. Et donc, tout ça, ça va se baser sur ce qu'on appelle des modèles prédictifs. Alors, Simon vous expliquera ce que c'est qu'un modèle prédictif, mais évidemment, si on veut recruter des personnes et que ce soit fiable, faut que nos questionnaires et nos modèles prédictifs soient de sources fiables également. Faut que ce soit des données qui soient éprouvées et qu'on s'assure de recruter des personnes qui vont être successful dans leur job. Donc, ça part de toute une étude scientifique que Simon va vous développer. Et j'arrête. C'est à ce moment-là où je prends le relais. Exactement. Super. Voilà pour moi. Très bien. Alors, c'est vrai qu'en présélection, Aurélie vient de vous dire que le CV, ce n'est pas forcément une super porte d'entrée parce que c'est c'est limitatif et puis ce n'est pas super prédictif des capacités de succès des personnes. Mais si on veut jouer une alternative sur la présélection, c'est quoi l'alternative? Parce que c'est bien beau de chercher à faire autre chose, mais est-ce que autre chose, c'est mieux? Alors, d'habitude, quand j'aborde ce sujet, je le fais à travers les cas clients parce que je les trouve plus légitimes. Mais le but de ces webinaires, c'est aussi de faire part de notre expérience. Et Aurélie reviendra avec l'expérience en tant que recruteuse qu'elle a au quotidien sur le sujet. Mais moi, je veux vous témoigner finalement de notre expérience en tant qu'entreprise aussi à mettre en place une présélection alternative à la sélection classique sur CV. Et ça, il faut remonter un peu 10 ans, 10 ans dans le temps, parce que ça a commencé à ce moment-là. En fait, je vous montre le Noël 2010 d'Assess First, c'était ça. Donc, il y avait David et Alexis qui sont les cofondateurs, qui ont monté la boîte. Alexandre et moi qui venions tout juste, moi je venais de finir mon stage, j'avais mon premier CDI chez Assess First, et Alexandre pareil qui venait de transformer son alternance en CDI. Il y a un serveur qui s'est incrusté sur la photo. Et en fait, on était passé au début de l'année, on était 8 et finalement on était retombé à 4. Parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment en décalage sur la partie culture fit, justement, qui avaient été recrutés plutôt quand même sur le CV, mais finalement qui ne créaient pas de l'unité dans la boîte, donc ça ne marchait pas. On est retombé à 4. Et par contre, à 4, on s'est dit, là, on est hyper alignés, il faut que chaque personne qui rentre soit alignée avec nous, parce que de passer de 4 à 5, c'est rajouter 25% d'énergie en plus dans la boîte, donc ça a un impact énorme. Et c'est comme ça qu'on a fait le premier renouveau recrutement d'Arthur en fin d'année. Donc, il était là pour Noël. Et en fait, là-dessus, notre façon d'aborder la présélection, c'était laisser de la place, multiplier les pistes. Donc, on regardait bien sûr le CV, on regardait les résultats à nos tests, et puis on demandait un petit exercice. Plutôt que de demander une lettre de motivation, on avait demandé à Arthur, c'est quoi pour toi le talent? Et donc, on lisait la synthèse de chaque candidat sur ce qu'était le talent pour eux. C'était un peu plus sympa qu'une lettre de motivation. Et on est parti comme ça à la conquête du monde avec cette petite équipe. Sauf que très vite, on s'est rendu compte que le monde, il était grand et que nous, on l'était beaucoup moins. Et donc, ça allait impliquer de revoir notre stratégie parce que si on cherchait à fonctionner comme toutes les autres boîtes, finalement, bien avec notre taille et à la proportion de notre ambition, on allait avoir des problèmes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on a constaté, c'est que quand on regardait les résultats à nos tests, on faisait comme beaucoup de boîtes le font encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on regarde les résultats, on a des attentes, on se dit c'est bien quand même si la personne, par exemple, elle va faire du sales, donc elle prend l'ascendant sur les autres, elle cherche à convaincre. C'était le cas d'Arthur, donc ça a très bien marché, il a cartonné dans le job. Mais le deuxième bon profil qu'on avait vu aussi pour le job de sales, il avait des résultats un peu moins élevés sur ses résultats au test. Pour autant, il avait quand même un CV intéressant, c'était un petit du travail, il avait déjà fait de la vente, c'est super rare. On l'a vu en entretien, le gars se levait tous les matins pour courir 10 km avant d'aller bosser. On s'est dit, c'est un mec qui s'accroche, ça va être un bon commercial. Et on l'a recruté. Et au final ça ne l'a pas fait parce que courir 10 km tous les matins,
ça ne remplace pas la confiance en soi, la capacité à s'affirmer, à s'imposer en face des clients. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2010 et 2012, comme ça, on faisait les recrutements sur la base de cette multitude d'informations et ça nous conduisait à des super résultats comme Arthur et ça nous conduisait aussi à pas mal d'échecs et on a commencé à constater un pattern. C'est-à-dire que même si on n'avait pas des quantités de données énormes, on a constaté quand même que des personnes qui avaient certains scores restaient beaucoup plus chez nous, avaient beaucoup plus de succès que les autres. Et puis, là où on était conforté dans cette idée-là au regard des quelques cas qu'on avait chez nous, c'était que on lisait beaucoup, bien sûr, dans la littérature scientifique, pourquoi certaines personnes étaient successful et d'autres non dans leur job. Et on constatait quand même des critères convergents entre ce qu'on lisait sur Harvard Business Review, sur les publications en psychologie du travail, et ce qu'on constatait chez nous. Ce qui nous a amené à monter un modèle prédictif. Donc, ça consistait en quoi? Le modèle A-Player. En fait, c'est plutôt que regarder les résultats d'un candidat comme ça en soi, comme peut-être vous le faites aujourd'hui, vous regardez des résultats de personnalité, de motivation, de raisonnement, et vous faites votre avis. Et bien là, on allait cibler des zones, donc en vert des zones attendues, en rouge des zones non désirées, où il était important que les candidats se positionnent si on voulait qu'ils soient en succès. Et donc, ça a permis, plutôt que de se faire son avis sur les résultats, de vraiment conduire une présélection sur la base de ces critères, en se disant les candidats qui sont dans la plaque de ces critères qu'on a identifiés en succès, eh bien, on va les rencontrer, on va les recruter, et si ce n'est pas le cas, eh bien, on va arrêter le recrutement à ce stade-là. Donc, pour vous dire, le modèle A-Player, quand même, il est super exigeant. Comme vous le voyez, on attend des zones de score en vert élevées sur du prend-lassement sur les autres, cherche à convaincre, donc un fort leadership, des gens qui ne consultent pas trop avant de décider parce qu'ils préfèrent décider seuls, avancer de manière indépendante. En bas, vous voyez une capacité à faire preuve de créativité, de s'adapter au changement, donc vraiment à réinventer ses pratiques de travail, à chercher de nouvelles idées. À gauche, une capacité à persévérer face aux obstacles, à aller au-delà des tâches prescrites. Et puis enfin, pour finir en haut à gauche, pas de recherche de stabilité, donc une capacité à gérer l'incertitude et prendre des risques. Et donc ça, on l'a identifié à partir de nos premières expériences, de ce qu'on pouvait lire à côté, et on a ciblé ça dans la personnalité. Dans les motivations, on en avait ciblé 6, se dépasser au quotidien, avoir de l'autonomie, évoluer dans un environnement incertain, mais aussi avoir de l'influence, avoir un impact positif sur le monde et remporter régulièrement des succès. Je passerai sur le détail. 6 facteurs clés de motivation. Et puis enfin, sur le raisonnement, et on avait des attentes hyper exigeantes. Parce qu'en fait, le raisonnement, c'est une super alternative à l'expérience. Quand vous prenez des gens qui ont un excellent niveau de raisonnement, très très vite, elles vont s'approprier les nouvelles méthodes de travail, les nouvelles informations. Et finalement, en 3 mois, elles vont pouvoir avoir récupéré le retard ou l'expérience de personnes qui peuvent avoir 2 ans sur le job sans avoir ce niveau de raisonnement. Donc, on est parti avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de passer de 8 à 20 personnes très facilement et surtout sentir vraiment une homogénéité dans la boîte. J'ai le retour de plusieurs entrepreneurs avec qui on travaille et qui me proposent d'analyser un petit peu leur boîte quand ils sont de 20 à 40 personnes. Et ce que j'ai constaté, c'est que l'équipe dirigeante, elle colle souvent au modèle A-Player parce que c'est vraiment des personnes qui sont capables de développer des activités de manière forte, de partir de zéro et de pousser les choses, de porter leurs projets. Le problème, c'est que c'est dur de recruter des personnes comme ça, c'est pas évident, c'est assez rare. Et donc, du coup, les boîtes se développent avec une équipe dirigeante fondatrice qui a souvent ce tempérament-là, mais derrière, s'entoure de gens plutôt complémentaires qui n'ont pas forcément ce mindset-là. Le cas que j'ai constaté, où j'ai eu beaucoup de témoignages, c'est la boîte qui arrive à 20 personnes et qui manque justement de relais. C'est-à-dire que les fondateurs poussent énormément pour développer l'activité, mais derrière, ils sentent que l'équipe fait le job, mais ne va pas plus loin. Et du coup, ils arrivent presque à un niveau de maturité où ils ont du mal à continuer leur développement parce qu'ils manquent de relais. Donc, nous, l'intérêt d'avoir développé l'entreprise avec des players, c'est que derrière, on a eu ces relais. Et des personnes qu'on a recrutées, par exemple Noélie, qu'on a recrutée pour animer des formations, accompagner nos clients dans l'utilisation, eh bien, au bout d'un an, elle a pu passer au management de l'équipe Customer Success, même élargir cette équipe avec plus de personnes et avec plus de champs de périmètre dans l'activité. Et ça a été pour nous vecteur vraiment d'un succès fort, ce modèle A-Player, parce qu'il nous a permis de faire le pari
sur des personnes qui ont vraiment accompagné notre développement, aussi bien quand ils faisaient leur job, mais ensuite, en tant que capacité d'accompagnement des équipes. Le truc, c'est que le modèle A-Player, il n'a pas marché dans l'absolu, parce que quand vous attendez des gens avec un max de leadership, qui prennent leurs décisions seuls, qui sont finalement qui foncent à fond dans leur activité, ça marche pour certains jobs, mais au bout d'un moment, quand on avait besoin de profils, je ne sais pas moi, comme de l'administration des ventes ou par exemple de développeurs, est-ce qu'il y a vraiment besoin de développeurs avec un leadership aussi fort? Donc, entre 2012 et 2018, ce qu'on a commencé à faire, c'est A-Player pour certains postes, et puis pour d'autres, finalement, on revoyait la présélection en définissant des attentes métiers plus spécifiques. Là, en fait, on s'est rendu compte qu'on se dispersait un peu parce que finalement, les attentes métiers, on retombait sur du plus subjectif, en disant pour un métier, il faut ça, ça, ça. Mais on ne s'appuyait pas sur l'expérience, comme on avait pu le faire pour A-Player. On avait vraiment éprouvé les personnes qui avaient réussi ou pas chez nous. Du coup, plutôt que faire des profils métiers, on est plutôt reparti sur ce qui avait fonctionné, mais en le mettant à jour à une plus large échelle, c'est-à-dire en le mettant à jour avec des jobs où on avait été ouvert à des profils qui avaient, par exemple, moins de leadership. Et ça nous a amené à passer du modèle A-Player à un modèle plus ouvert, où on a revu un peu les critères parce qu'on s'est rendu compte que désormais, à une taille de boîte plus importante, on avait des personnes qui pouvaient être en succès, même si elles n'avaient pas du leadership ou un maximum de créativité. Par contre, il y a quand même des critères incontournables qui sont restés là. On a revu de la même manière, on a gardé un socle pour les motivations. Il y en a certaines qu'on a constatées qui étaient plus partagées que celles A-Player. Et puis pour la partie raisonnement, on a ouvert aussi un peu plus le champ parce que de la même manière, on peut avoir des personnes en succès, mais qui ne sont pas forcément des Einstein à tous les postes. Et ce qui est intéressant, donc ce modèle nous a permis de passer de 34 à 57 personnes aujourd'hui, puis continue à être utilisé. Et il a vraiment, vraiment fait ses preuves. On continue à le mettre à jour sur la base de l'expérience que l'on a, des personnes qui restent, avec qui ça marche, des personnes qui partent. Pour vous dire, ça nous a permis ça, en mettant ce modèle d'INA en présélection, d'aller capter des profils qu'on n'aurait jamais eu en présélection CV, comme Mélina, qui n'avait jamais fait de business, qui était dans le milieu de la danse, du coup, qui aujourd'hui cartonne en tant qu'account exécutif chez nous. Je pense que certaines d'entre vous ont eu à travailler avec elle et elle est excellente. On a aussi Étienne, qui était commercial dans la grande distribution et qui est rentré dans l'équipe Customer Success. Aujourd'hui, quand je vois son niveau de connaissance des tests, de la personnalité, il n'a vraiment rien à jalouser à un psychologue du travail sur le sujet. C'est vraiment intéressant de voir que des personnes qui n'avaient pas du tout connaissance du métier qu'on leur a demandé de faire par la suite chez Assess First ont été capables de se révéler de manière forte chez nous. Donc aujourd'hui, le critère de sélection d'entrée chez Assess First, c'est 60% d'adéquation à ce modèle de ce qui fait le succès chez nous. Et au final, on constate que les gens qui restent, ils partagent en moyenne 77% d'adéquation à ce modèle. Ce qui est intéressant, c'est de constater que les managers, si j'enlève les dirigeants David et Alexis, on a 6 managers, dont 5 sont issus de la promotion interne. Il n'y en a qu'un qui est venu de l'extérieur. En moyenne, les managers ont un fit au modèle DNA d'Assess First qui est de 85%. Donc, ça veut dire que plus les personnes partageaient les critères clés de succès chez nous, et plus, en effet, elles ont été capables d'évoluer à des positions clés au sein de notre structure. Et quand j'ai fait le point aussi sur les 7 mobilités internes qu'on avait faites, eh bien, les personnes qui ont eu des mobilités internes d'équipe en équipe chez nous adhèrent en moyenne, ont un taux d'adéquation moyen de 84% à ce modèle. Donc, encore une fois, ça renforce l'idée que quand on partage ces caractéristiques, on est facilement en succès. Donc, on a un modèle qui nous permet de détecter, de présélectionner vraiment des personnes qui peuvent réussir chez nous. Maintenant, vous expliquer d'où sortait ce modèle. En fait, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que ces modèles, ils marchent parce qu'on les expérimente, c'est-à-dire qu'on regarde chez nous ce qui marche et on ouvre le champ aux candidats sur la base de ces critères de succès en interne. Et je vais laisser Aurélie vous présenter finalement concrètement au quotidien en tant que recruteuse comment ça se passe, l'application de cette présélection avec ces modèles
sur la base de la personnalité, des motivations et du raisonnement. Carrément. Hop. Je vais repartager mon écran en espérant que ça fonctionne. Ça a l'air de marcher. Ok, on y est. Alors, en effet, pour rentrer dans le vif du sujet, je pense que peut-être certains d'entre vous ont regardé mon profil LinkedIn. Je suis un fruit du cabinet. J'ai été éduquée à la méthode de la présélection du cabinet, basée sur le CV, toutes ces choses-là, toutes les problématiques que vous pouvez avoir au quotidien sur vos problématiques, sur vos clients, qui des fois peuvent être compliqués, je les connais. Donc, je suis passée par là. Généralement, quand on fait une présélection assez classique, quand on est en cabinet ou même en interne, ce qui va se passer, ce à quoi on va s'intéresser en tout cas chez un candidat et notamment sur son CV, puisque c'est ce sur quoi on se base pour les trouver, c'est la formation, les expériences et les responsabilités. Alors ça peut être nombre d'années d'expérience, mais aussi les expériences à proprement parler. Ça peut être les entreprises par lesquelles ils sont passés et les compétences qu'ils peuvent avoir. Ça peut être anglais, technique, peu importe. Donc, si on fait un petit peu un overview du parcours de présélection classique, que ce soit en cabinet ou ailleurs, définition des critères. Moi, par exemple, j'étais spécialisée en finance d'entreprise. Donc, typiquement, les demandes que je pouvais avoir de la part de mes clients, c'était Aurélie, je veux un candidat qui a fait le top 10 école de commerce ou rien. Je l'ai eu plus d'une fois, donc je sais ce que c'est. Je veux quelqu'un qui ait fait 5 années de contrôle de gestion, qui soit passé plutôt dans un grand groupe, parce que c'est assez formateur, qu'il ait fait plein de choses, etc. Et on va dire qu'on veut quelqu'un qui ait un anglais courant. Ok, très bien, j'ai mes critères, très précis, je sais exactement ce que je recherche. Donc on passe à la phase de chasse et de sourcing, généralement sur les CV Tech, assez classiques. Je vous passe les détails, vous savez de quoi il s'agit. Sur LinkedIn, via le réseau, la cooptation, tous les différents canaux en tout cas de recherche de candidats. Puis vous avez votre shortlist que vous allez contacter, que vous allez approcher, en tout cas que ce soit par message, mail, appel téléphonique, email LinkedIn, assez classique. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que votre étude du comportement, de l'adéquation culturelle, en fait, on la valide qu'à la fin. Alors que j'ai démontré un peu plus tôt que 9 cas sur 10, les départs sont liés au comportement. Donc c'est assez paradoxal de vérifier la raison principale des départs d'une entreprise à la toute fin de votre sélection. Quand on y réfléchit, c'est pas très très logique en fait. Et pourtant, c'est comme ça que ça se fait. Et donc moi, j'arrive chez Assess First. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, au moment où j'étais chez Lincoln, je me posais des questions sur mes valeurs et ce que j'avais vraiment envie de faire. Lincoln est un très bon cabinet, mais est-ce que recruter sur la base de CV ou entendre mes clients répéter sans cesse que il n'a pas fait le top 10 école, c'est une école qui est 15e, est-ce que c'est quelque chose qui me correspondait personnellement? Déjà, à ce moment-là, je me posais ces questions-là. Ce n'était pas quelque chose qui me convenait, j'avais plus forcément envie de travailler, de recruter en fait sur cette base-là. Et du coup, Assess First, je l'avoue, est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe dans ma vie. Et au final, ça répondait à pas mal de mes questions. Et je trouvais ça intéressant de mettre vraiment l'humain au cœur de mon process de recrutement et de ma présélection. Alors, super, l'idée en elle-même, sur le coup, je la trouvais géniale, mais ça me paraissait presque utopique. Je me dis, ok, c'est sympa, maintenant il faut que je trouve des candidats, mais sur la base de quoi? Comment je trouve ces personnes? Je n'ai plus de critères. Je suis censée recruter sur le comportement. Ce n'est pas à travers un CV que je vais le voir. Comment est-ce que je prends l'angle de recherche? Alors, je ne suis pas là pour vous faire une démonstration commerciale de l'application Assess First, mais je suis obligée d'en parler. Il se trouve que Assess First, on a 2 cas de figure dans nos recrutements. On va avoir le cas de recrutement avec de l'expérience. Alors, je tiens à notifier que ça représente moins de 20% de nos candidats, de nos postes en tout cas ouverts. C'est assez minime et c'est vraiment sur des postes techniques qui exigent des compétences pointues comme du juridique ou d'autres postes de ce type. Donc, c'est assez rare pour nous. Et là, on va reprendre un petit peu le modèle classique que je peux avoir, que j'ai pu retrouver en cabinet, mais qu'on a quand même vachement éclairci, entre guillemets. Nous, la définition des critères, clairement, elle ne va pas se baser sur le diplôme.
Le diplôme, moi, ça m'est un peu égal. Alors, pour un poste de juridique, j'ai besoin qu'il ait une formation de juriste. Mais s'il m'a fait un bac+5, un BTS, que ce soit à Sophia Antipolis ou à SAS, ça m'est égal. Et après, ça va plutôt être basé sur des compétences. J'ai besoin de quelqu'un qui parle anglais. Assez classique. Donc, on diminue quand même le nombre de critères dont j'ai besoin. L'idée, c'est quand même, encore une fois, de se focus sur le comportement. Ensuite, je vais faire ma chasse et mon sourcing comme n'importe qui pourrait le faire. La gestion des candidatures sur Welcome to the Jungle, les approches email sur LinkedIn. Mais je m'ouvre quand même un peu plus le champ des possibles en diminuant les critères. Et ensuite, je vais avoir ma petite shortlist de candidats à contacter que je vais du coup approcher pour ensuite leur faire passer nos questionnaires. Alors, l'étape la plus compliquée chez Assess First dans ce process et celle qui a le plus gros impact et là où il faut travailler le plus, c'est au moment de la préqualification. C'est au moment des appels, de l'approche, etc. où on va être un petit peu plus dans un jeu de séduction, mais pas trop. Parce que, comme pour vous, vous allez un peu vendre du rêve, entre guillemets bien sûr, aux candidats pour leur donner envie de vous rejoindre. Mais moi, je suis toujours dans cette démarche un peu de retenue, parce que derrière, mes candidats, il faut qu'ils passent mes questionnaires. Alors, sur le CV, il peut être bien, mais si derrière, en termes de résultats Assess First, et en termes de compatibilité, en tout cas avec notre mode de fonctionnement, ça ne fonctionne pas, et le candidat sera écarté. Donc, je suis obligée de tâter un petit peu le terrain avant. Et du coup, le deuxième cas de figure pour nos recrutements, c'est celui où je n'ai pas besoin d'expérience, qui du coup représente plus de 80% de nos postes. Donc, la première étape pour ces candidats-là, c'est qu'ils vont passer nos questionnaires. Et ça, on le voit directement dès nos annonces. Dans les annonces, c'est inscrit de toute manière. Si vous ne passez pas nos questionnaires, on ne pourra pas étudier votre candidature. C'est déjà parce que c'est le cœur de notre activité, donc c'est quand même intéressant que vous puissiez le passer. Vous voyez un peu en quoi consiste notre activité. Et aussi, tout simplement parce qu'on recrute sur cette base-là. Donc, peu importe ton parcours, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Moi, j'ai besoin de voir si Assess First, entre guillemets, est fait pour toi et si tu es fait pour nous. Donc, ça commence comme ça. Puis ensuite, je vais gérer les candidatures, que ce soit via LinkedIn, cooptation, Welcome to the Jungle, les retours négatifs, etc. pour ensuite m'occuper de la préqualification. Et du coup, je dirais qu'en passant de cabinet à Assess First, la tendance s'est complètement inversée. Avant, en cabinet, j'avais pour habitude de faire des gros volumes de présélection, des gros volumes de préqualification. Je pense que si certains d'entre vous sont au cabinet, ils savent qu'on a des objectifs hebdomadaires, etc. Donc, ça demandait beaucoup, beaucoup de volume. Aujourd'hui, je fais l'inverse. Assess First est là aujourd'hui pour déjà faire une première présélection avant que j'arrive. Donc, j'ai beaucoup moins d'appels à faire et c'est des appels qui sont beaucoup plus qualitatifs parce que je sais déjà que c'est des personnes qui vont matcher avec notre culture. Donc, après, l'objectif, c'est que moi, j'intervienne évidemment, j'ai un rôle là-dedans, on garde le côté humain, etc. Mais je perds beaucoup moins de temps à écumer des volumes de CV dont je n'ai pas besoin. Donc, c'est quand même, ça me fait gagner beaucoup de temps et ça me permet de travailler sur d'autres projets à côté. Et donc, comme si on vous l'a montré, il y a un principe de pourcentage en fait, de compatibilité qui va se faire sur le modèle AFDNA comme il a pu vous montrer. On peut le faire aussi sur des métiers. Bon, là, je suis contente d'apprendre que du coup, non seulement je suis faite pour le recrutement, mais je suis faite pour le recrutement chez Assess First. Ça me rassure, j'ai bien fait de rejoindre la boîte. Alors, du coup, je suis faite pour être aujourd'hui sur du recrutement, mais vous me mettez dans un autre groupe ou par exemple dans une grosse structure que je pense pas que ça le fasse. Je pense pas qu'il y ait un très bon match. Et par exemple, on peut aussi voir l'adéquation avec d'autres métiers. Je suis ravie d'apprendre que le métier de comptable n'est pas fait pour moi. Et ça ne m'étonne pas plus que ça. Les compétences qui sont et la personnalité qui est attendue sur un métier de comptable, généralement, c'est pas compatible avec mon mode de fonctionnement perso. Donc, c'est même pas vraiment une surprise. Ça ne fait que confirmer ce que je pensais déjà. Mais Assess First, en tout cas, scientifiquement, me montre que le métier de comptable n'est pas fait pour moi. Et du coup, ça va se présenter dans mes campagnes de recrutement sous ce format-là, avec la liste de mes candidats, leur pourcentage d'adéquation avec le modèle prédictif que j'ai sélectionné, les 3 questionnaires et leur pourcentage d'adéquation avec chaque questionnaire. Et à la fin, sur la droite, vous avez aussi le management fit. Donc, c'est le mode de management du manager et le mode de management que le candidat attend de son manager. Vous voyez, un peu le côté affinité sur le mode de fonctionnement. Enfin bon, donc voilà, j'ai toutes ces informations qui sont déjà à ma disposition et qui me permettent de me faire gagner un temps monstrueux, d'avoir
une touche un peu plus humaine au process, puisque j'ouvre mon pipe à des candidats qu'on n'aurait même pas pu imaginer avant. Et surtout, mon rôle à moi reste encore hyper important là-dedans. J'entends des petites voix me souffler que mais c'est un outil, c'est de l'intelligence artificielle. Non, moi, j'y crois pas une seule seconde. Tout ça, c'est de la science. C'est des choses qui ont été éprouvées pendant des années, des années. C'est quelque chose qui vient m'aider dans mon process de recrutement. Et moi, j'interviens ensuite. J'ai la liberté de choisir quel type de personne je veux contacter. Mais je sais déjà qu'il y a une certaine typologie de personnes qui est en phase avec notre culture. Après, c'est à moi d'intervenir, de contacter les personnes, d'échanger avec elles et de maintenir un process classique par la suite. Classique. Rien n'est classique chez Assess First. Mais de continuer en tout cas un process ensuite. Voilà pour moi. Simon, tu as peut-être des choses à rajouter? Avec plaisir. Je ne pourrais pas conclure sans faire un petit point science, en fait. C'était sympa de vous montrer comment est-ce qu'on en est venu à créer nos modèles prédictifs, nous, mais je trouve intéressant de donner du recul sur les techniques aujourd'hui qui sont à disposition des recruteurs dans le recrutement et expliquer un petit peu pourquoi est-ce que c'est intéressant de revoir cette démarche de présélection. En fait, en psychologie du travail, on s'intéresse beaucoup à la validité prédictive des outils utilisés en recrutement et pas que. En fait, c'est la validité prédictive, c'est la qualité d'information que va vous donner une technique d'évaluation des candidats pour prendre votre décision. Donc, bien sûr, une des meilleures techniques, la meilleure technique connue pour prendre une décision efficiente en recrutement, eh bien, c'est de faire le job aux gens. Si vous leur donnez un échantillon de travail, et c'est là où vous allez vraiment pouvoir constater s'ils sont bons ou pas dans ce que vous allez leur proposer. Ça, il n'y a pas de magie, c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, ce sont les tests de raisonnement qui arrivent en deuxième position dans ce qu'il y a de plus prédictif de la capacité de succès, avec au-delà de 0.5. Les entretiens structurés, les tests de personnalité en quatrième position. Viennent ensuite les entretiens non structurés, et là on commence à taper dans les méthodes qui sont moins fiables pour prendre une décision de sélection de candidats. La prise de référence, qui est toujours plébiscitée, qui peut être intéressante en complément, mais comme vous le voyez, qui est très loin d'être une source d'information hautement fiable. Le temps d'expérience des gens en poste. Ça, ce qu'il faut savoir, comme l'a dit Aurélie, c'est très peu fiable, ça corrèle environ à 0.16 avec la performance future. Ce qui a été constaté, si je rentre un peu plus en détail dans les études, c'est que les 3 premières années d'expérience sont importantes, enfin vraiment sont un peu plus déterminantes pour la montée en compétence d'une personne, mais au-delà de 3 ans, finalement, ça ne va vraiment pas être un critère pertinent dans la capacité à anticiper le succès. Les diplômes disent très peu de choses de la capacité de succès des gens, et enfin le moins prédictif, le moins fiable possible pour aller au bout des choses, c'est la graphologie, l'astrologie. Donc ça, bien sûr, c'est un degré de qualité d'information pour prendre votre décision. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas présélectionner sur la base d'échantillons de travail? Eh bien, tout simplement parce que ce ne serait pas gérable. Il y a aussi un critère de rapidité à prendre en compte. On ne peut pas demander à tous les candidats, à des centaines, à des milliers de candidats, de faire le job avant de leur dire oui ou non. Ce ne serait pas gérable. C'est pour ça que la représentation qu'on a classiquement dans la tête des recruteurs, parce que ça a été le cas en fait il y a quelques années, je dirais, jusqu'à il y a 10 ans, on avait ce tableau-là, c'est-à-dire que les seules informations qu'on peut traiter rapidement, c'est l'expérience et le diplôme que l'on trouve sur un CV et qui nous permet finalement de dégrossir la base de candidats pour ensuite de prendre le temps de travailler la partie quali avec du coup moins de candidats parce que ça demande beaucoup plus de temps. Mais ça c'est encore dans la représentation que l'on a des techniques, parce que dans la réalité, on est plutôt là-dessus. Pourquoi est-ce que… alors, il y a plusieurs choses qui ont bougé. Bien sûr, ce qui a bougé de manière plus flagrante, ce sont les tests de raisonnement de personnalité, mais aussi l'expérience et les diplômes. En fait, ce qui s'est passé, si je reprends juste le petit mouvement d'expérience et diplôme vers plus de rapidité, c'est que vous avez des solutions aujourd'hui qui automatisent l'analyse de CV et qui vont vous faire un matching direct, instantané des CV versus vos offres. Donc ça, avant, c'était déjà assez rapide, mais bon, ça restait quand même chronophage sur des gros volumes de candidats, sur des milliers de candidats. Et là, ça a été carrément automatisé. Donc ça, c'est la partie tri de CV automatique.
Ce qui est intéressant au niveau des tests, c'est que quand on peut développer des modèles, comme je vous ai montré, et qu'on peut les mettre en œuvre, comme Aurélie l'a illustré, avec un matching direct de tous vos candidats, et il peut y en avoir des centaines, des milliers à vos modèles, et bien de la même manière, instantanément, vous avez un fit, une adéquation entre vos candidats et vos attentes d'un point de vue des soft skills, d'un point de vue du potentiel, et pas uniquement du CV. Et l'intérêt du coup, là où les cartes sont redistribuées aujourd'hui dans la présélection, c'est grâce à la technologie. C'est que la technologie, elle rend accessible des techniques d'évaluation qui avant demandaient beaucoup de temps d'investigation. Test de personnalité, le temps d'analyse avant, il était super important. Donc finalement, on a 4 configurations dans les techniques d'évaluation que vous avez des candidats. Vous avez des choses très fiables, mais qui sont chronophages, donc vous êtes obligé de les laisser en fin de process. Des entretiens structurés, des échantillons de travail. Vous avez des techniques chronophages et en plus qui ne sont pas très fiables. Donc, à la limite, ne perdez pas de temps avec ça parce que c'est vraiment regrettable. C'est de votre énergie pour des décisions peu qualies. Alors, le petit bémol, peut-être, c'est la prise de référence. Ça peut être un complément intéressant si vous trouvez que le ratio temps gain d'information il est bon. Ça vous évitera quelques erreurs de temps en temps, mais en fait, ce n'est pas parce qu'on vous donne une bonne référence de quelqu'un que ça va marcher après. C'est souvent plutôt l'inverse. À la limite, peut-être ça vous met en alerte là où vous ne l'auriez pas vu, mais c'est vraiment, on va dire, la petite limite pour récupérer la prise de référence pour moi, parce qu'on regarde sa validité, c'est pas dingue. Vous avez du rapide, mais peu fiable. Ça, c'est recommandé si vous avez énormément de candidatures qualifiées, c'est-à-dire que vous avez plein de super candidats, et à la limite, même si vous avez une technique peu valide, sur le volume, vous allez quand même capter des bons. Je veux dire, à un moment, si vous avez 100 candidats qui sont bons, oui, vous pouvez continuer à recruter sur le top 5 des écoles, vous allez avoir des bonnes personnes. Ce n'est pas un problème. Par contre, si vous avez beaucoup de volume, mais des candidats quand même plus difficiles à qualifier, c'est-à-dire qu'il y a du volume, mais pour trouver les bons, c'est plus difficile, eh bien, ça veut dire que vous devez aller sur des techniques qui sont capables d'identifier la capacité de succès et donc, en fait, vous mettre en face, lors de l'entretien, les personnes qui sont vraiment en capacité à réussir chez vous. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant dans la technologie, en fait, c'est de vous apporter des techniques fiables, mais de façon réaliste, parce que votre temps est limité, et donc, vous devez le consacrer finalement aux bonnes choses. Voilà ce qui change aujourd'hui dans la présélection et comment les cartes sont distribuées, comment nous on l'applique aussi et les conséquences que ça a eu pour nous. Maintenant, je vous propose de passer aux questions-réponses. Il y en a déjà eu pas mal, mais vous pouvez continuer à les poser. Et avec Aurélie, on va y répondre. On va les prendre au fur et à mesure. Tout à fait. Et du coup, pour rebondir exactement sur ce que tu viens de dire, tu parlais des entretiens structurés. Ça nous amène du coup au sujet du webinaire de la semaine prochaine qui sera justement sur les entretiens structurés, sur la manière dont on les a mis en place, sur le pourquoi et le comment on les a mis en place chez Assess First. Ça a été un long travail sur ces derniers mois, mais ça peut vous apporter en tout cas quelques éléments de réponse. Voilà. Et du coup, pour les petites questions, j'ai vu qu'on en avait. Ouais. Il y en a pas mal. On commence par quoi? On commence par la partie conversation. Alors, un truc très simple par rapport à l'introduction. Où est-ce qu'on trouve les images pour mettre en fond d'écran lors des conférences Zoom? C'est très simple. Vous tapez sur Internet meilleur fond d'écran Zoom, meilleur fond d'écran virtuel, et vous aurez plein d'exemples sympas à placer. Donc, c'était la petite question complémentaire par rapport à ce début de webinaire. On avait que doit contenir alors le CV pour passer la première sélection? Aurélie, toi, quand tu regardes les CV du coup pour passer la première sélection, moi, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, je ne regarde pas le diplôme. Ça ne m'intéresse pas. Ou alors, du moins, pas l'endroit. Moi, ce qui m'intéresse pour une formation pour un juriste, c'est est-ce qu'il a une formation de juriste, tout simplement. Mais je ne vais pas rentrer les détails de sa formation. En termes d'expérience, en l'occurrence, si j'applique à ce que nous, on a pu rechercher, je vais peut-être regarder aussi le type d'entreprise dans lequel il a pu bosser quand même. Parce qu'un juriste qui travaille dans un CAC 40 n'aura pas les mêmes problématiques qu'un juriste qui travaille dans une start-up comme la nôtre. Donc, en effet, ce genre d'information peut m'aider dans une présélection où ensuite je m'intéresse à sa personnalité, évidemment. Mais sinon, pour moi, elle est un peu tendue cette question parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui m'intéressent dans le CV. Il y en a une aussi qui parle de la réussite. Est-ce qu'elle est proportionnelle à la durée du contrat de travail avec une entreprise?
là-dessus, ce que je peux répondre de ce que je constatais chez nous et chez les clients, non. En fait, souvent même, quand on a tendance à vouloir y croire, par exemple, vous allez recruter quelqu'un, au bout de 3 mois, 6 mois, vous sentez que c'est fragile et vous vous dites, ouais, mais c'est le temps quand même que la personne prenne le job en main. Ça va demander, faut laisser aussi les personnes progresser sur le job. Mais dans la réalité, ce qu'on constate, c'est, par exemple, sur la très large majorité des jobs, si à 6 mois, les personnes n'ont pas fait leurs preuves, c'est très rare qu'elles se révèlent par la suite. Et les gens qui se révèlent même sur la durée, à 6 mois, c'est vrai ils avaient même, et je dis 6 mois pour être vraiment tranquille, ils avaient déjà révélé des facteurs qui laissaient analyser qu'ils allaient être bons. Donc, c'est là où c'est intéressant avec l'analyse finalement de la présélection sur la base d'autres informations que le CV, c'est que très vite, on peut identifier les critères à aller évaluer chez les candidats pour les sélectionner sur d'autres choses que leur expérience en fait. On a une question d'Olivia. Je pense que ça va être pour toi, Aurélie. Je te laisse la lire. Si les candidats passent ces questionnaires et qu'ils ne correspondent pas, y a-t-il un mail qui les prévient qu'ils ne seront pas contactés? Comment cela fonctionne? Alors évidemment, je ne laisse pas mes candidats qui ont pris le temps de passer nos questionnaires sans réponse. Évidemment, je les contacte tous personnellement pour leur envoyer un message tout simplement pour les retours négatifs, pour leur prévenir que tout simplement leurs résultats ne sont pas en phase avec ce qu'on pourrait attendre sur le job en question. Et je leur explique surtout que... parce qu'il y en a beaucoup qui me répondent, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je change pour que ça marche? En fait, j'attends pas des candidats qui changent pour que ça fonctionne. Assess First, c'est une boîte qui, comme beaucoup d'entreprises, est assez unique, a une culture qui est très forte, et malheureusement, tout le monde n'est pas fait pour travailler chez Assess First. Donc, ça demande certes de la remise en question de la part des candidats, mais je leur explique que ils sont certainement doués dans ce qu'ils font, mais peut-être que Assess First n'est pas la structure idéale pour eux. Et en général, ils comprennent bien aussi que comme moi j'expliquais tout à l'heure, je suis certainement pas faite pour les grands groupes. Assess First, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais je les préviens évidemment. Échantillon de travail, pouvez-vous réexpliquer? Question de Valérie. Alors, très concrètement, un échantillon de travail, nous, l'exemple concret qu'on a chez Assess First, peut-être qu'Aurélie, tu veux aussi en parler. Qu'est-ce qu'on propose comme échantillon de travail? Comme échantillon de travail, pour nos SDR, par exemple, on a un jeu de rôle. Un jeu de rôle où la personne qui est en entretien, généralement le manager, va interpréter le rôle du potentiel prospect et le candidat qui interprète le rôle tout simplement d'un SDR de Assess First. Alors, on va pas, l'objectif, c'est pas d'évaluer sa capacité, son niveau de connaissance d'Assess First, évidemment, puisque c'est quelqu'un d'externe, donc il lui manque un nombre incroyable d'informations, mais plutôt voir ses réflexes, voir la manière dont il va réagir, par exemple, à un client ou un prospect qui est assez négatif ou qui ne comprend pas l'application ou qui n'a pas le temps. L'idée, c'est de voir un peu son comportement naturel face à ce genre de situation. On a aussi pour les personnes qui sont en Customer Success, qui accompagnent nos clients, qui les forment sur les tests, on leur demande pendant 10-15 minutes de nous faire une présentation sur ce qu'ils veulent, sujet libre, sujet de leur choix. Par contre, la consigne, c'est qu'ils doivent nous apprendre quelque chose. Avec les moyens, encore une fois, qu'ils le souhaitent, c'est libre. Et donc là, c'est vraiment révélateur en termes de capacité pédagogique, de les voir s'emparer d'un sujet, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce sujet, comment est-ce qu'ils nous le communiquent, quelles questions ils nous posent pour s'assurer qu'on comprend bien là où ils veulent nous amener, on a bien acquis les connaissances qu'ils nous ont transmises. Donc, on a mis en place ça dure une vingtaine de minutes en fin de process et c'est super révélateur de la capacité des candidats à transmettre de l'info et à accompagner les personnes dans leur capacité d'apprentissage. Complètement. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément très compliquées à mettre en place, en tout cas de notre côté. Les échantillons de travail, ça peut être assez facile à mettre en place. Un roleplay, écrire un script, tout ce genre de choses, c'est quelque chose qui ne nous avait pas pris énormément de temps. Et ça a quand même une valeur prédictive super forte. Donc, je le conseille vraiment à tout le monde, en tout cas. On a ensuite une question de Julie. Comment gérer les modèles prédictifs quand on recrute pour un service donné avec un manager dans un premier temps, mais aussi pour une entreprise dans sa globalité? Les cultures peuvent être différentes et l'attendu aussi. Clairement. Clairement. Alors là-dessus, en fait, le mieux, c'est de se dire, en fait, est-ce qu'il y a un tronc commun au niveau de la boîte ou est-ce qu'effectivement, il y a des cultures vraiment peut-être un peu plus spécifiques? Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs modèles de présélection. Par exemple,
Si vous faites passer, si vous faites passer les tests, un test de personnalité à des personnes dans un certain service de votre boîte et dans une autre équipe, vous pouvez regarder est-ce qu'ils partagent des facteurs communs. Par exemple, j'ai vu dans certaines entreprises, le s'adapte au changement, c'est un tronc commun. Peu importe où vous travaillez dans l'entreprise, vous devez l'avoir. Par contre, il y a aussi des traits qui ressortent de manière très marquée dans certaines équipes, comme les équipes commerciales, versus d'autres dans les équipes ingénieurs qui sont totalement différents. Et dans ce cas-là, effectivement, si vous constatez que le tronc commun n'est pas suffisant, mais il y a vraiment des spécificités équipes, il vaut mieux faire des modèles spécifiques pour chaque équipe ou structure. Il faut voir à quelle échelle ça en vaut la peine. Complètement. Et nous, c'est quelque chose qu'on a appliqué même en interne. On a le fameux modèle DNA qui représente toute la boîte. Mais je vous prends l'exemple de notre équipe IT, qui a son propre modèle aussi d'équipe. Parce que des fois, il y a des petites différences entre le modèle DNA et ce qu'on peut attendre aussi des personnes pour qu'elles s'intègrent correctement dans l'équipe IT. Donc, il y a moyen en tout cas de faire plusieurs modèles. En effet, moi, je conseille aussi. Diane nous demande si c'est pour avoir l'enregistrement. C'est une question qu'on a à chaque fois. Bah oui, du coup. Il me semble qu'on poste le webinaire en lui-même sur YouTube après. Ouais, il y a un replay, il est diffusé dès cet après-midi. Donc, ce sera facile de le retrouver sur LinkedIn ou à travers nos communications. Et on a une question de Valérie. Si un candidat refuse de vous communiquer des références, qu'en pensez-vous? Ça me met la puce à l'oreille. Forcément, c'est humain, je pense, de se dire pourquoi il ne veut pas me donner quelqu'un? Est-ce que ça s'est mal passé? Est-ce qu'il veut me cacher quelque chose? Après, comme on l'a aussi montré, les références, ce n'est pas forcément un gage de grande fiabilité. Donc là, je suis assez mitigée. Je pense que ce serait un peu du cas par cas assez exceptionnel. Ça m'est jamais arrivé. Les gens l'expliquent, ouais. Ouais, ça m'est encore jamais arrivé. Mais... Dis-nous, Aurélie, Marc n'a pas compris comment tu filtres les candidats avant de passer les tests Assess First. Ah, alors, du coup, il y a les deux cas de figure. Il y a le cas de figure avec expérience où là, je vais me baser sur un certain nombre de critères comme je pouvais le faire en cabinet, mais à moindre échelle. Où là, je vais faire du sourcing classique sur LinkedIn avec mes critères, comme n'importe qui pourrait le faire. Ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est justement des candidats que généralement, je ne vais pas chercher puisqu'ils candidatent et ils passent nos questionnaires. Voilà. En fait, très concrètement, il n'y a pas trop d'autres choses avant le premier filtre. C'est le premier filtre. C'est sûr, c'est notre premier filtre. Ouais. Et ça permet vraiment clairement d'identifier ceux qui ont un potentiel de succès. Alors, ça ne veut pas dire que s'ils ont un bon score, ils vont forcément être recrutés, mais c'est quand même très bien parti et on a de très bons résultats derrière. Comme le disait Aurélie, elle a besoin de passer beaucoup moins de temps au téléphone à s'assurer que les gens vont être bons. Cette validation est beaucoup plus rapide. Là où elle disait qu'il y avait un premier temps d'analyse sur certains jobs techniques, par exemple, effectivement, si elle chasse des juristes, elle ne va pas chasser des gens qui ne sont pas juristes et pour valider qu'ils ont le potentiel, elle va s'assurer d'abord de cibler les personnes qui ont quand même ce profil-là parce que c'est la base. Tout à fait. C'est une question, Stéphane aussi, qu'on a assez régulièrement, qui est intéressante à commenter. Comment réussir à faire passer le test sur les postulants? Quelle est ton expérience là-dessus, Aurélie? Alors nous, on n'a pas forcément trop cette problématique puisqu'on parle de notre produit. Donc évidemment, si quelqu'un candidate, il faut qu'il s'intéresse à notre produit et donc il va le passer rien que pour connaître ce qu'on fait, mais aussi par curiosité. C'est aussi assez humain, je trouve, tout ce qui est QCM dans les magazines, l'astrologie. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, il y a beaucoup de gens qui aiment bien savoir qui ils sont. Et les questionnaires de personnalité, ça se fait aussi assez naturellement dans ce sens-là où les gens sont curieux de voir les résultats. Donc on n'a pas trop de problématiques à ce niveau-là. Après, pour un client, en tout cas de l'externe, pour moi, ce qu'il faut mettre en avant, c'est que peu importe votre background, vous avez peut-être le potentiel pour nous rejoindre et Assess First, grâce à tout un système scientifique, peut vous apporter des éléments de réponse. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Ouais, moi, ce que je vois dans pas mal d'entreprises qui utilisent les tests, le message classique, c'est en fait, on s'intéresse à qui vous êtes au-delà de votre CV. Donc, vous avez intérêt à passer ces questionnaires parce que si on vous recrute, ce sera aussi pour cette partie-là et pas juste pour votre expérience. Donc, ça intéresse les candidats d'être considérés sous cet angle. Et puis, pour les profils pénuriques,
Ils leur disent aussi qu'ils sont demandés partout, mais c'est important de s'assurer qu'ils se retrouvent du coup dans une boîte qui leur correspond. Ça, pour le savoir, eh bien, il faut se connaître. Il faut apprendre à se connaître et c'est ce que permet cette expérience. Donc, au final, les candidats ont intérêt à le faire. C'est vrai que ceux qui ne voudraient pas le faire, c'est qu'ils ne comprennent pas l'intérêt. Ça leur a mal été présenté. Mais en soi, sinon, une fois qu'on a cette communication, ils voient très bien leur intérêt. Question de Marc, est-ce que les mises en situation virtuelles style Serious Game est une bonne piste pour analyser les comportements ou alors en première phase de sélection? Alors là-dessus, plusieurs choses. Pour avoir une validité, être sûr que ce que vous mesurez dans un Serious Game, ce soit qualitatif et que ce soit vraiment la bonne information, faut avoir un sacré recul, du gros volume de données. Enfin, le temps de validation d'un serious game, il est costaud. En fait, dans la littérature, encore une fois scientifique, il y a pu y avoir des expériences qui ont été conduites avec succès, mais qui demandaient vraiment des gros moyens. Donc souvent des grosses entreprises qui ont mis ça en place sur un programme qui a duré longtemps et elles avaient une rentabilité parce qu'il y avait énormément de volume. Maintenant, on ne peut pas juste, en tout cas, mettre en place ce système en posant des questions en mode virtuel aux gens et en interprétant leurs réactions, leurs résultats avec certaines inférences parce qu'il y a de fortes probabilités qu'elles soient fausses. Donc, je dirais que la majorité des expériences virtuelles aujourd'hui, elles sont plutôt pour l'expérience candidat. C'est positif pour valider des choses très concrètes. Je sais pas, par exemple, si vous arrivez à valider qu'il parle anglais, par exemple, ou pas dans cette expérience, c'est super parce que c'est un moyen ludique de le faire et puis c'est quelque chose de concret que vous validez. Par contre, valider des comportements dans ce genre d'expérience qui est très contextuel, c'est beaucoup plus touchy, en l'occurrence. Donc, c'est beaucoup d'investissement pour une fiabilité qui reste à éprouver. Donc, si je veux être concret, oui pour l'expérience candidat, mais plutôt d'un point de vue qualitatif, plutôt que de la présélection. Une question de Jean-Pierre qui travaille peut-être plutôt dans une TPE et l'écueil majeur au-delà des tests, c'est le manque de candidats. Où et comment trouver ces excellents candidats? Tu conseilles quoi, Aurélie? Il y a un gros travail à faire sur la marque employeur. Alors, je vous conseille de regarder notre premier webinaire d'ailleurs de la série qui était justement sur l'attractivité. Ça peut peut-être vous donner quelques tips. En fait, votre problématique, c'est que vous n'arrivez pas à trouver des candidats. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne vous trouvent pas. Donc, en fait, travaillez sur votre visibilité, que ce soit au travers de différentes pages, Glassdoor, Welcome to the Jungle, LinkedIn, etc., pour que déjà, ils puissent savoir qui vous êtes. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez plus de candidatures en tout cas. Et après, sinon, faut aller les chercher, les gens. Donc, c'est le réseau, ça fonctionne beaucoup comme ça. Contactez les meilleures personnes que vous pouvez connaître pour qui vous donnent les noms des meilleures personnes qu'ils peuvent connaître. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que si vous jouez comme tout le monde, mais que vous n'avez pas les mêmes moyens, vous n'allez pas avoir le résultat. C'est-à-dire que si vous cherchez les mêmes profils que les grosses boîtes, ou celles qui ont les moyens, ou celles qui chassent énormément, eh bien forcément, ces profils sont pris et personne ne va postuler chez vous parce que vous n'avez pas la visibilité. Donc, ce qui est intéressant en changeant justement l'approche de présélection, c'est que vous pouvez aller chercher des profils qui n'ont jamais fait ce job et c'est vous qui allez leur donner l'opportunité de le faire. Et dans ce cas-là, les autres ne le feront pas spécialement et vous allez capter des perles. Nous, c'est ce qui s'est passé. Quand je vous dis qu'on est passé au début de 5 à 20 personnes, c'était sur des profils. Là, je vous parlais notamment des commerciaux qui n'avaient jamais fait un job dans le business. Et pour autant, avec la personnalité, les motivations vraiment alignées avec ce type de job, ils ont cartonné très vite. Alors, peut-être pas aussi vite que quelqu'un qui maîtriserait déjà tous les process. Ça leur a peut-être pris 3 ou 6 mois de plus. Mais au final, on s'y est largement retrouvés et eux aussi. Donc, vous aurez un niveau d'ambassadorship et d'engagement qui est super fort avec ça. Ouais, c'est l'intérêt aussi d'aller chercher plutôt des potentiels plutôt que des profils que tout le monde, sur lesquels tout le monde va taper, quoi. Stéphane, on a toujours tendance à croire que les personnes peuvent progresser comme nous. C'est une erreur de vouloir croire que tout le monde a envie de progresser. Bah oui, je pense. Tout le monde n'a pas envie de progresser, malheureusement. On n'est pas tous pareils. Clairement. En fait, là aussi, faut être au clair. En fait, si vous voulez des profils qui ont envie de progresser, évaluer leur capacité à le faire et recrutez-les pour ça. De la même manière, faut s'attendre à leur donner de la place pour qu'ils puissent progresser parce que ça va vraiment dans les deux sens. Et s'ils n'ont pas le terrain de jeu, ils vont vite se lasser. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas se dire je laisse la place aux gens de progresser. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'apprennent pas? Très clairement, quand je vous montrais le modèle A-Player là, dans la personnalité, il n'est pas donné à tout le monde. Et il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette proactivité, d'avoir cette envie d'aller toujours plus loin.
Et c'est pas grave, quoi. Il y a de la place pour tout le monde. Simplement, faut juste accepter le deal et recruter des personnes qui sont capables de le faire si c'est ce que vous attendez d'elles. Il n'y a pas de mauvais profil en soi, hein. C'est juste la bonne personne au bon endroit. Donc une personne qui n'a pas envie de progresser, on lui trouvera le bon endroit, c'est tout, hein. Il y a Marc qui nous demande si on design des tests spécifiques pour chaque client. Alors, je vais peut-être répondre à celle-ci aussi. En fait, les tests ne changent pas parce qu'en fait, pour développer un test fiable, ça demande beaucoup de temps, d'engagement et vraiment, c'est quelque chose. La personnalité, elle ne va pas changer d'une entreprise à l'autre. Enfin, la structure de personnalité. Donc, on évalue toujours la même chose. Par contre, ce que l'on va faire pour chaque entreprise, c'est qu'on va les cibler parmi tout ce qu'on évalue, et on évalue plus de 45 critères. On va les cibler celles qui est liée au succès dans leur contexte précis. Donc, ce qui change, ce n'est pas ce qu'on évalue, mais c'est ce qu'on attend dans cette évaluation. Ensuite, on a une question de David sur aussi les questionnaires. Ouais, la validité incrémentielle des outils Assess First, on regarde des outils de recrutement classiques, un questionnaire de personnalité type SPF, SOSI, PAPI, un outil d'évaluation cognitive. Alors en fait, deux réponses. Ça dépend beaucoup du type d'utilisation. Si vous utilisez Assess First de manière qualitative, c'est-à-dire que je regarde les résultats au test et je les interprète comme vous le faites avec un PAPI, un SOSI, un CSPF, la validité sera la même. Parce qu'on travaille sur les mêmes référentiels théoriques, on travaille sur les mêmes normes psychométriques en termes de validité, fidélité, sensibilité. Donc, on va dire, à ce niveau-là, à type d'utilisation équivalente, vous aurez une validité équivalente. Là où vous pouvez booster la validité, c'est en modélisant les facteurs clés de succès. Et là, vous pouvez, pour la personnalité, chez plusieurs clients, je l'ai vu passer du moyenne qu'on a classiquement dans la littérature scientifique de 0,40 à du 0,60 pour certains jobs, parce qu'on avait fait passer le test à toutes les personnes qui étaient en poste dans l'entreprise. On avait mis en face leur niveau de performance, quelles étaient les personnes les plus en succès, les personnes en difficulté, les personnes dans leurs objectifs, quelles étaient les personnes les plus engagées dans la boîte, les personnes qui étaient au contraire désengagées ou qui partaient. Et en faisant une analyse statistique des dimensions qui différenciait les personnes en succès et engagées de celles désengagées et en échec, et en allant cibler du coup objectivement les critères à évaluer et en les modélisant, eh bien c'est là où on a pu booster la validité de l'évaluation. Et donc, c'est là où Assess First peut avoir une validité incrémentielle, c'est avec ce type de pratique. Et c'est là où, par rapport à un CSPF qui ne peut pas avoir cette technologie, là, on peut avoir une validité incrémentielle sur de la personnalité, par exemple, de 0,20. Bien sûr, ça dépend des postes et de l'étude, mais on arrive très concrètement à les booster. Et au plaisir, David, d'en parler de manière plus précise au besoin. On a ensuite une question, Stéphane, sur le turnover. Alors, ça se calcule. Et évidemment, en utilisant les questionnaires Assess First, vous vous préparez à recruter des personnes qui sont déjà de base plus engagées, qui vont être plus performantes et qui sont en phase avec vos valeurs. Donc, normalement, dans la majorité des cas, ça réduit le turnover et on a des cas concrets de clients qui grâce à ça, aujourd'hui, ont pu réduire leur turnover. Ouais, clairement, il y en a plusieurs cas, il a été divisé par 2. Après, c'est difficile d'aller plus loin, je dirais, il en restera toujours. Chez Assess First, ce qui est intéressant, c'est que là, on a eu le plus de turnover, c'était sur les profils qui n'étaient pas trop loin de l'objectif. Je vous ai dit, nous, on attend 60%. Sauf que bien sûr, si aujourd'hui on le fait avec assurance, c'est parce que pendant des années, on se disait, enfin, si la personne elle a 55, elle a un super profil, ça fait 4 ans qu'elle fait le job ailleurs, on a envie d'y croire. Et on les a pris quand même. Et c'est là, en fait, on a eu le plus gros turnover et les plus gros échecs derrière. Donc, c'est le type de turnover. En fait, nous, le turnover, on l'a le plus expérimenté sur les profils un peu en dessous de notre cible, où on était sur le seuil de tolérance. Et puis, on l'a expérimenté aussi, mais alors ça, avec beaucoup plus de fierté. Mais en recrutant, par exemple, avec le profil des players, bien sûr qu'on a des tempéraments entrepreneuriaux énormes. Et on a eu 4 ou 5 personnes qui sont parties pour monter leur boîte. Voilà. Mais ça, à un moment, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas leur proposer, à moins de proposer de l'entrepreneuriat, mais voilà, quoi. Ça fait partie du jeu. L'important, c'est de se dire, à partir de quand le turnover, c'est plus un problème. Et les personnes qui sont restées 2 ou 3 ans chez nous,
elles avaient déjà contribué de manière conséquente et c'est pas un turnover à problème. Donc, je dirais, ce que je trouve intéressant sur le retour turnover avec cette méthode de présélection, c'est que ça a été très rare et très limité les cas où on les avait présélectionnés sur la base du potentiel et derrière les personnes, on les a sorties ou elles sont parties, elles ont été en difficulté à cause de leur potentiel pur. C'était vraiment des cas rares, donc on n'a pas eu de remise en question de cette pratique. Mmh. Et on a une autre question de Marc. Est-ce que les boîtes fully remote ont des critères différents pour vous? Dans un sens, il va y avoir des traits communs aux entreprises classiques, mais évidemment, pour moi, il y a des choses qui sont nécessaires. Par exemple, le niveau d'autonomie et la capacité aussi à être seul, en quelque sorte, avec une plus grande distanciation sociale, comme on dit ça. Faut que ce soit plus naturel pour les personnes qui vont intégrer une boîte en full remote, parce que sinon, ça peut être dur à vivre au quotidien. Et j'en suis la preuve. Aujourd'hui, je suis en full remote. Je suis quelqu'un qui a besoin de contact au quotidien. J'ai hâte de retourner au bureau. Je n'attends que ça. Donc oui, clairement, on attend pour moi pas les mêmes choses. Ouais. Moi, pour compléter, je dirais effectivement, c'est une condition de travail, il faut prendre des gens qui ont le mindset et qui sont en capacité à être à l'aise avec ce format-là, donc des critères spécifiques. Et par ailleurs, par contre, ne pas se dire que ce n'est pas parce que les gens ne vont pas être dans la boîte qu'on peut laisser de la place à des décalages sur la partie culturelle. Parce que, et on le constate, je ne sais pas si vous le constatez vous en ce moment, mais la distance, ça a tendance à exacerber les décalages ou au contraire à exacerber les proximités de culture fit et de mindset. C'est-à-dire que les gens qui partagent vos valeurs à distance, vous le ressentez entre guillemets malgré tout et ça conforte vraiment dans l'idée que c'est des gens qui peuvent bosser avec vous grâce à ce partage de valeurs. Alors que les gens qui sont un peu en décalage, eh bien, le fait d'être à distance, ça a tendance à renforcer pas qu'une distance physique, mais aussi une distance de façon de travailler et de valeurs. Et auquel cas, eh bien, j'ai envie de dire, il faut être limite plus exigeant sur les critères culturels pour des gens à distance aussi, quoi. Complètement. Et du coup, Florence demande aussi si c'est modèle prédictif pour une entreprise implantée dans différents pays, un modèle par pays, par type de métier. Ouais, j'imagine que parmi vous, il y en a qui viennent de grandes structures avec des filiales internationales. Pour moi, c'est clair qu'il faut faire plusieurs modèles. Parce que la culture, déjà rien que française, les valeurs que vous pouvez avoir sur le siège, par exemple, parisien, sera clairement différente de la filiale brésilienne, par exemple. Donc, évidemment, on ne peut pas partir sur les mêmes modèles. Faut peut-être, pour certaines boîtes, peut-être un socle commun, mais en tout cas, après, il faut diviser. Exactement. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est le retour d'expérience de SMCP. Donc, c'est Sandro Match, Claudie Pierlot et De Fursac depuis peu. Donc, eux, ils ont plusieurs marques et ils sont implantés mondialement. Et ce qu'ils ont travaillé sur le retour des résultats qu'ils ont fait, c'est que déjà, en fait, ils ont un tronc commun et après des spécificités par marque au sein de l'entreprise. Et de la même manière, ils ont gardé ce tronc commun de façon internationale. Par contre, effectivement, de la même manière, ils rajoutent à ce tronc commun des spécificités pays. Et ça, je pense qu'en termes de pratique, on est dans quelque chose d'assez exemplaire et pas sur le principe, mais très concrètement dans les résultats qu'on peut obtenir en travaillant ainsi. On a encore d'autres questions. Continuons. Testez-vous le profil de quelques personnes de l'équipe pour valider la culture et ou caractéristiques impératives que doit porter le candidat. C'est exactement ce que tu expliquais un petit peu plus tôt, du coup. Où on avait fait passer les questionnaires. En fait, alors je ne sais pas si tu donnais l'exemple d'un cas client où ils avaient fait passer les questionnaires du coup à l'intégralité d'une équipe, par exemple, justement pour voir les spécificités. Qu'est-ce qui rassemble concrètement ces personnes? Qu'est-ce qui fait que ces personnes-ci sont en situation d'échec ou de réussite au sein de l'entreprise? Du coup, en effet, ça ressort des points. Et on sait quel type de critères on va attendre pour certains candidats pour intégrer cette équipe spécifique, par exemple. Si je ne me trompe pas, Saïm. Tout à fait. Ensuite, on a encore Valérie qui nous demande actuellement, nous avons quasi... Ah, c'était pas une question, pardon. Qu'entendez-vous par validité incrémentielle? Je pense que David est psychologue du travail, ou en tout cas, il est très bien renseigné sinon. Mais en fait, l'incrémentiel, c'est la validité supplémentaire en utilisant, parce que le recrutement, c'est plusieurs techniques mis bout à bout. Donc, une technique, elle a une validité.
une deuxième technique en a une autre, mais si vous utilisez les deux, ce n'est pas l'addition des deux validités, parce qu'il y a des choses que vous évaluez en commun avec les deux techniques. Donc la validité incrémentielle, c'est quoi le plus, le gain de validité en ajoutant une technique à celle existante. Est-il souhaitable de viser 0 turnover pour l'entreprise, pour le candidat? Ah non. Non. Pour moi, il ne faut pas viser le 0 de turnover parce que ça veut dire que même pour les erreurs de casting, malheureusement, qui peuvent arriver, ça veut dire que vous les gardez aussi. Enfin, et même pour une certaine dynamique de partage des compétences, d'évolution de la boîte, il faut qu'il y ait du renouveau. À un moment donné, il faut qu'il y ait des nouvelles personnes pour des nouvelles idées aussi. Donc pour moi, le turnover 0, c'est un risque même, je dirais. Clairement, complètement d'accord. C'est pas sain en fait. À un moment, il y a des séparations qui sont saines et il faut savoir les accepter. Et puis, l'important, c'est qu'elles soient limitées parce que comme elles sont un coût important pour la personne en termes de confiance en elle, en termes aussi de l'investissement qu'elle a consacré à une entreprise et pour l'entreprise en temps de formation, d'investissement pour les personnes. Donc, il faut les limiter, mais elles existeront toujours. Et vaut mieux qu'elles se passent plutôt que rester dans une situation qui est pas saine en fait. Évidemment, il ne faut pas que ce soit trop haut, mais pour moi, 0, ouais, non, vaut mieux l'éviter. Pouvez-vous définir profil? Alors, quand je lis profil U-player, j'imagine que c'est profil A-player peut-être. Ouais, profil A-player. Alors, à la base, ça vient du coup, c'est un profil qu'on a modélisé sur la plateforme Assess First que vous retrouvez tout en haut à droite, au-dessus de la photo de Noélie. Vous avez une petite étoile qui marque justement que vous êtes sur un profil A-player. Et donc, très concrètement, vous retrouvez la définition sur notre site internet, hein, si vous tapez A-player Assess First. Mais l'idée, c'est un modèle qui identifie les personnes qui vont évoluer très rapidement dans leur job parce que c'est des gens qui ont beaucoup de leadership, qui cherchent à aller plus loin, à prendre beaucoup d'initiatives, qui aiment apporter de la nouveauté à leur job, qui ont de l'énergie, qui ont une capacité de raisonnement élevée. Donc, en combinant tous ces facteurs, on a des gens qui vont très vite. Donc, quand vous leur confiez un job, généralement, il n'est plus le même au bout de quelques mois parce qu'ils l'ont sacrément boosté. Le truc, c'est que le revers, c'est qu'il faut que le job bouge aussi. Parce que si le cadre est fixe et n'est pas amené à évoluer, eh bien, ces personnes-là vont très vite faire le tour des métiers que vous leur proposez et passer à autre chose. Donc, quand vous êtes sur une activité en développement où il y a tout à faire, mettre des profils A-player sur ces jobs-là, c'est vous assurer que les personnes vont prendre le job et vont les amener plus loin, tout simplement. Et une dernière question. Savez-vous pour quelle raison vos clients choisissent Assess First? Il faut leur demander. Non, on leur demande en plus. Donc, on peut peut-être y répondre. Je vais essayer d'être synthétique parce que en 3 points clés du coup. Il y a la partie expérience candidat. L'expérience candidat, nous, on y attache une importance clé. Par exemple, très concrètement, on donne accès à chaque candidat à une synthèse de ses résultats à la fin de notre test et cette synthèse, elle est vraiment étayée. Ce qui fait que le candidat, il investit en passant nos questionnaires, mais derrière, il apprend énormément sur lui-même. Donc, le retour qu'ont nos clients de la part de leurs candidats, c'est j'ai adoré l'expérience, j'ai appris sur moi, j'ai trouvé ça super intéressant. D'habitude, je passe des tests, je passe des processus de recrutement longs, mais je n'ai pas de retour. Là, j'ai trouvé ça super et je suis content qu'on me recrute pour ça. Je suis fier de bosser pour une boîte qui me recrute pour qui je suis. Donc, l'expérience candidat est devenue incontournable aujourd'hui et par rapport à des tests beaucoup plus classiques, traditionnels, à comparaison, on va être privilégié. Il y a l'expérience recruteur aussi. Comme Aurélie l'a peut-être montré sur certains screenshots, on fait des choses très visuelles. Donc, la capacité des utilisateurs à s'approprier l'information pour prendre leurs décisions, elle est vraiment facilitée. Pour nous, on est sorti de l'idée du test fait par des psys pour des psys. Il est fait par des psys, hein, dont je fais partie. Mais par contre, on démocratise au maximum et on clarifie au maximum l'information. Et ça, c'est apprécié par rapport à des tests classiques. C'est-à-dire qu'on a la même qualité d'information, mais de manière plus accessible. Et puis enfin, le dernier point, je dirais, ce qu'on peut faire en termes d'intelligence, de modélisation. Il y a beaucoup de tests qui s'arrêtent à vous donner de l'information. Nous, on ne va pas s'arrêter là. On a un module qui vous permet d'apprendre. Si vous flaguez les personnes qui sont en succès chez vous, on a des algorithmes qui vont tourner pour vous permettre d'identifier quels sont les traits de personnalité spécifiques qui caractérisent les personnes à succès chez vous pour vous permettre de prendre de meilleures décisions. Et ça,
cette surcouche-là d'intelligence sur la base de vos données, il y en a très peu qui savent le faire. Et c'est quelque chose dont on est très fiers. Est-ce qu'on arrive au bout des questions? Je crois qu'on a fait le tour, si je ne me trompe pas. Merveilleux. Top. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre interactivité. C'était sympa d'avoir toutes ces questions auxquelles répondre. Et du coup, j'espère vous retrouver la semaine prochaine sur la mise en place des entretiens structurés chez Assess First pour les webinars à la même heure la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci pour votre participation.